Et oui, on vous entend. Bonjour Agnès. Évidemment, Bonjour David. elle n'est pas en plateau, mais on l'entend quand même. Agnès Verdier-Molinier, comment ça va? Bonjour Agnès. Ça va et vous David? Ouais, directrice de l'IFRAP. Plein de sujets à voir ensemble dans l'actualité Eh économique. oui. La consommation des Françaises de carburant routier qui a baissé. On a les chiffres du mois de mai. 12% de baisse en mai, après 11% de baisse en avril. C'est significatif, mais finalement c'est cohérent avec la flambée des prix du carburant. Oui, c'est cohérent David, mais est-ce que c'est pas plus que dans les autres pays européens? C'est plutôt plus. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas agi sur les prix. On n'a pas voulu finalement baisser la fiscalité. Alors on dit qu'on n'a pas les moyens, mais en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Baisse de la consommation, baisse des recettes. Et à la fin, on perd en recettes parce qu'on n'a pas voulu agir aussi sur le niveau des taxes. Donc c'est assez intéressant de regarder euh, les prises de parole du Premier ministre et les réactions des Français à ces prises de parole où finalement tout le monde dit mais enfin pourquoi vous ne baissez pas les taxes comme en Italie, comme en Espagne, comme en Allemagne. Nous à la Fondation IFRAP, dès mars, on a dit il faut supprimer la part de TVA qui est payée sur les accises sur les carburants. Alors c'est pas énorme, mais quand même, ça ferait 4,5 milliards de baisse et ça ferait de l'ordre de 9 centimes au litre sur le gasoil et de l'ordre de 11 sur l'essence. Et ça permettrait de rester autour des 2 euros le litre de pas, et un peu moins. Et donc d'avoir un signal un peu prix. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que à la fois les ménages et les entreprises, ils réduisent encore plus finalement leurs déplacements et leurs dépenses de carburant, encore plus que l'augmentation des prix. Donc le risque, c'est que tout le monde soit perdant-perdant, quoi. Les ménages payent plus cher et finalement, à la fin, il y a moins de recettes dans les caisses publiques. Et donc, je trouve qu'il aurait fallu qu'on soit plus écouté dès le départ, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on paye des taxes sur les carburants. On est les seuls quasiment à imposer ça. Et ces 4,5 milliards, on aurait pu les rendre aux Hmm. Français cette année. Et vous êtes inquiète ou pas? Parce que pour la consommation, pour la croissance française, on rappelle, on a une baisse de 0,1% de l'activité au premier trimestre. Patrick Martin, c'était hier avant-hier dans le Figaro, redoutait une récession. Vous êtes inquiète ou pas pour l'économie française, là, à court terme? Ah bien sûr, enfin tout le monde est inquiet. On voit que les perspectives de croissance maintenant c'est de l'ordre de 0,7 cette année, qu'on va avoir un deuxième semestre qui sera très mauvais. On sait aussi que derrière, à chaque fois qu'on a des mauvaises informations et des mauvais chiffres sur la croissance, derrière ça impacte évidemment le budget. Le déficit potentiel. Et nous, on a dit dès le début de l'année, avec notre note de conjoncture qu'on a publiée en janvier, qu'on ne resterait pas à 5% de déficit. La Commission européenne anticipe un déficit public pour la De France de 5,1. 5,1 Ouais. à cause du coût du conflit en Iran, des dépenses, des hausses du budget de la défense. Pour vous, elle voit juste la Commission avec 5,1 de déficit Je cette pense année? qu'elle est en dessous de la réalité. Nous, on était déjà à 5,4 avant les événements au Moyen-Orient, avant l'augmentation des prix sur les carburants, avant le retour de l'inflation. On pense plutôt donc 5,4, voire plus de déficit. Là où elle est à peu près dans les clous, je pense, c'est sur 2027, où ils disent 5,7. 5,7 à 6, c'est vraisemblablement ce qui va se passer pour 2027, surtout on va avoir beaucoup de mal à avoir un budget, David. Vous voyez bien, on a déjà eu du mal à avoir un budget pour 2026, pour 2025. Et là, qui va voter un budget pour 2027? Il y a des grandes chances qu'on soit en loi spéciale. Il y a des grandes chances quand même que le déficit soit très très peu maîtrisé. Donc oui, on est dans une situation budgétaire catastrophique et je suis pas du tout sûre que les équipes de campagne et les candidats à la présidentielle aient bien conscience du niveau de crise des finances publiques dans lequel nous sommes. Encore une fois, je vais vous répondre la même chose à chaque fois, Agnès, c'est que pour l'instant, la France s'endette tranquillement, finance tranquillement ses déficits et sa dette sur les marchés financiers. Il n'y a pas de pression particulière. Ouais. Les 50 points de base ou 40 points de base de hausse de taux sur les financements des dettes souveraines françaises ou européennes sont identiques. Je veux dire, il n'y a pas on n'est pas le vilain petit canard. Partout dans le monde, les taux souverains ont pris entre 30 et 50 points de base depuis le début des hostilités au Moyen-Orient. Oui, David, mais le problème, si vous voulez, c'est que on est sur un niveau quand même de taux là, qui est autour de 3,63 sur la dette à 10 ans qui a atteint 4 il y a quelques jours.
Et on a fait toute une étude de la fondation là, qu'on a sortie sur le site internet de l'IFRA. Et on montre qu'on a 1300 milliards de dettes qui vont arriver à échéance et qu'il va falloir refinancer dans les prochaines années. Et qu'on les avait financés à 1,6 de taux. Vous voyez bien qu'on ne va pas les refinancer à 1,6, on est d'accord. Il y a au moins 2 points. Il y a au moins 2 points de plus. Ouais, mais alors, si on les finance à 4, admettons qu'on soit à 4, d'ici 2032, ça fait 147 milliards de charges de la dette. En 2032, on sera à 147 milliards de charges de la dette. On est à 70 aujourd'hui. On est à autour de 75. Ça va être plus que prévu dans le budget 2026, puisqu'on l'a vu, une grosse partie des soi-disant économies annoncées par le gouvernement, c'est pour financer l'augmentation de la charge de la dette, qui a été déjà chiffrée à 3,6 milliards. Et nous, on pense que ce sera peut-être encore plus d'augmentation de la charge de la dette cette année. Voilà, enfin, ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun problème sur la France au niveau de la dette, je ne sais pas s'ils ont bien compris les tombées de dette qui arrivent à échéance, qui sont avec des paquets autour de 278 milliards par an. Quand vous avez 278 milliards de dettes à refinancer, plus 150 milliards de déficit, vous voyez la masse de dettes qu'il faut financer. La question, c'est surtout la charge d'intérêt. C'est ça qui pèse, parce qu'une dette ne se rembourse pas. Ce qui se rembourse, ce sont les intérêts. Alors, et c'est vrai que quand on a 120 milliards d'euros ou 140 milliards d'euros en 2032, c'est ça, de charges d'intérêt, c'est de l'argent qu'on met pas... 147, c'est de l'argent. Et ça, c'est pas un scénario noir, c'est un scénario médian, proche des hypothèses gouvernementales. Ça fait combien rapporté au PIB? Parce qu'il faut le rapporter aussi au PIB pour le coup. Vous savez, un point de 147, PIB, c'est 30, donc ça fait environ 5. Voilà, tout simplement. 5 points de PIB. Je me rends pas compte si on se compare par rapport aux autres. Si on se compare, Agnès, par rapport aux autres pays européens. Mais attention, en 2032, le point de PIB, il ne sera pas au même niveau. Donc, ce que je vous dis, c'est par rapport à un point de PIB actuel. Oui. Et donc, si on se projette sur le point de PIB de 2032, c'est 4,1. Donc, c'est moins important quand même. Donc, charge d'intérêt, 4 points de PIB. Si on se compare par rapport à la moyenne européenne, on est où? On est quand même très au-dessus. Par exemple, quand vous reprenez l'histoire de la charge de la dette dans les années antérieures, il n'y a qu'en 96 qu'on était supérieur à ça, à 3,6% du PIB. Donc, ça veut dire qu'on atteint des niveaux qu'on n'a jamais connus. Oui, mais la France s'est pas effondrée en 96. Non, la France s'est pas effondrée en 96. Mais là, quand on se dit qu'on va arriver au-delà de 4% en termes de points de PIB en charge de la dette, on est en terre inconnue. On n'a jamais connu ça précédemment sous la 5e. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans une situation très, 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 très difficile et que le sujet budgétaire ne peut pas être mis de côté dans la campagne en disant... C'est intéressant ça. La campagne n'a pas vraiment commencé, mais quand vous écoutez Jordan Bardella ou Marine Le Pen ou Édouard Philippe ou Gabriel Attal, dans les premières, pas mesures, mais directions, vous avez le sentiment qu'on risque de passer à côté de ce sujet-là, du sujet Je pense qu'on ne pourra pas passer français. à côté parce que on pourra pas passer à côté parce que toute la campagne... Est-ce qu'on peut se faire élire en promettant du sang et des larmes? Pas sûr. Alors, là encore, c'est un gros débat, mais je pense que Nicolas Sarkozy avait promis de baisser les dépenses publiques, de baisser les impôts, de réduire le nombre de postes. Il y avait des promesses aussi en 2022 par Emmanuel Macron de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Ça n'a pas empêché ces présidents-là d'être élus. Je me souviens de la primaire de la droite pour la campagne de 2017. Il y avait énormément de propositions, de baisse de dépenses. Et le sujet de la dette était un sujet quand même central. Donc, bien sûr que les Français attendent ça. Nous, on a fait un sondage au Doxa en septembre dernier où on voit que 82% des Français préfèrent la baisse des dépenses plutôt que la hausse des impôts. Nos compatriotes sont beaucoup plus près que ce qu'on attend et attendent beaucoup plus. C'est intéressant que ce qu'on croit. Vous savez, quand on pose la question comme ça, on a 80%. Si on rentre dans le détail, on dit que vous voulez qu'on baisse vos prestations sociales, vous voulez qu'on baisse l'assurance maladie, ils répondent non. C'est bien que c'est... Vous savez, justement, c'était très intéressant. On a posé des questions sur les transports sanitaires, par exemple. C'était massivement des personnes plutôt âgées qui voulaient qu'il y ait des vraies franchises qu'on ne puisse pas rembourser ou qu'on ne puisse pas faire sauter, même si on était en affection de longue durée. Donc, vous voyez, c'est pas aussi binaire que ça. On a posé aussi la question sur les aides sociales. Quel était le maximum
que les personnes interrogées considéraient comme étant un maximum mensuel, quelle que soit la composition du foyer en aide sociale sous condition de ressources. Et ils ont dit 1 500 euros. 1 500 euros, ça permet, si on capte l'ensemble des aides sociales à ce niveau-là, ça permet de l'ordre de plus de 10 milliards d'euros d'économies par an. Vous voyez, donc je ne crois pas du tout que les Français soient contre les réformes. Je pense que notre administration freine énormément les réformes, n'a pas tellement envie de pousser à la baisse de la dépense, et on est toujours dans une juste, vision... pardon, Agnès, ce qui est important, plus que baisser la dépense, qui n'a quasiment jamais été fait en valeur absolue, c'est que la dépense publique augmente, là, vous voyez, augmente moins vite que le PIB en valeur. C'est ça le sujet, pour essayer de réduire les... Vous avez vu que la Commission dit qu'on est à 57% de dépenses publiques par rapport au PIB. Ouais. Moyenne européenne, c'est 50, je crois. Non, mais on a un niveau d'écart avec les autres pays qui est complètement dingue. Hein. On est à 7,7 points au-dessus des autres pays en dépenses et à 4,5 en prélèvement obligatoire. Peut-être qu'à un moment, il faut qu'on se réveille sur ce sujet. Et malheureusement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a encore un rapport du CPO justement sur ces questions d'énergie. C'est super intéressant quand vous regardez les recommandations. Ils disent il faudrait quand même remonter le taux d'accise sur le diesel. En fait, on est en pleine crise sur les carburants. C'est quand même intéressant. En pleine crise sur les carburants, le Conseil des prélèvements obligatoires émet un rapport pour dire qu'il faudrait remonter le niveau d'imposition. Non, mais vous ne trouvez pas ça incroyable, David ? Et baisser le niveau des niches fiscales sur les carburants. Et moi, je me dis, mais on ne doit pas vivre toujours dans le même pays, en fait. C'est entre ceux qui sont confrontés à la hausse des prix et les taxes, et ceux qui sont toujours en train de nous trouver des solutions qui sont quoi ? Ah bah tiens, si on augmentait les taxes. On en avait déjà parlé d'ailleurs sur ce plateau, où quand on avait parlé des recommandations du CPO sur la taxation des revenus du patrimoine, où il disait on est les plus taxés, parmi les plus taxés d'Europe, mais on devrait peut-être encore augmenter le niveau de fiscalité. Je crois que là, les Français, ils n'en peuvent plus de cette vision-là. Et d'ailleurs, juste pour finir sur le rapport du CPO sur les questions de l'énergie, ils disent attention, comme on va avoir une transition énergétique et qu'on va passer de plus en plus des carburants fossiles vers de l'électrique, en fait, il va falloir trouver une autre manière de remplir les caisses publiques, en gros. Et ça veut dire que derrière, il ne faut pas se leurrer, et je pense que nos concitoyens sont très conscients de ça. Une fois qu'on aura fait baisser énormément le parc de voitures thermiques, on va augmenter énormément la fiscalité sur l'électricité. Il ne faut absolument pas se leurrer, parce que si on ne fait pas les économies en face, il faudra toujours trouver la manne fiscale qu'on aura perdue parce qu'on sera en transition énergétique. Et là, vous savez, on est autour de 60 milliards de recettes sur justement les carburants. C'est autant d'argent si on baisse le nombre, la consommation là-dessus, parce qu'on n'aura plus les voitures thermiques, eh bien, l'État cherchera ailleurs ses recettes. Donc, c'est là qu'il faut absolument trouver une solution en baisse de dépenses et pas faire du bon taux permanent sur... S'il y avait une seule mesure en baisse de dépenses, la plus efficace et la plus acceptable socialement, ça serait laquelle ? Vous connaissez très bien, comme moi, votre catéchisme de la dépense publique. Vous savez bien que la plus grosse dépense qui est l'éléphant dans la pièce, c'est les retraites. Autour de 400 milliards de dépenses sur 1700 milliards. On peut pas l'occulter. Et donc vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Mais d'ailleurs, la Commission déplore, mais encore, ce sont des termes extrêmement technocratiques. En gros, ils déplorent qu'il y ait un report de la réforme sur les 64 ans jusqu'en 2028. Mais évidemment qu'il faut augmenter l'âge de départ et évidemment qu'il faut aller vers 66 ou 67 ans. C'est pas 64 ou 65. Mais en fait, le sujet, c'est un sujet qui est vraiment structurant pour notre avenir. C'est-à-dire que si on continue à faire passer le message aux jeunes générations qu'elles n'auront pas de retraite, ils vont pas jouer le jeu de travailler en CDI, d'avoir un emploi stable et de cotiser. Hein, il faut quand même comprendre ce qui va se passer de ce côté-là. Et ça veut dire qu'on n'aura pas les recettes en répartition. C'est ceux qui sont actifs qui payent les retraites. Le système, il est menacé aujourd'hui, notre système des retraites. Mais bien sûr qu'il est menacé. Et si on ne repousse pas l'âge de départ, il sera
extrêmement menacés. C'est là que je trouve que la Commission n'est pas du tout assez claire sur ses préconisations. Quand je reprends les préconisations de la Commission là, sur ce qui est paru, je trouve ça très en dessous de ce qu'il faudrait faire. Assurer la soutenabilité du système de retraite, ok. Mais en fait, pourquoi ils écrivent pas clairement noir sur blanc, mais en fait, il faut repousser l'âge à 66 ans ou à 67 ans. J'attends de voir le candidat qui va proposer 65 ans, 66 ans dans le cadre de la présidentielle. J'attends de voir Vous savez, quand on voit que la Commission dit aussi qu'il faut faire la chasse aux niches fiscales, alors qu'on est le pays le plus imposé d'Europe, vous savez qu'on est toujours en compétition avec le Danemark sur le sujet, on va attendre les prochains chiffres, mais se dire que même la Commission dit il va falloir faire des choses en recettes et en dépenses, alors qu'il faut faire 100% en dépenses et pas aller chercher des recettes supplémentaires, parce qu'en fait, là, on est dans l'illustration parfaite de la courbe de l'affaire. C'est-à-dire, vous pouvez toujours taxer plus les carburants, taxer plus la transmission, taxer plus le travail, taxer plus le capital, mais à un moment, ça rentre pas dans les caisses. Pour vous, Agnès, on ne peut augmenter aucun impôt en France, notamment sur les plus aisés, les plus riches, les milliardaires, comme beaucoup de Français. Surtout pas. Regardez, David, ce qui s'est passé sur la contribution différentielle sur les hauts revenus. Vous vous souvenez combien on devait avoir dans les caisses? Ça devait être en milliards, 2 milliards. On a eu 200 millions. On est à moins de 400 millions d'euros. Ouais. Vous vous souvenez de la taxe sur les yachts, qui devait rapporter aussi... On était à 50 millions. Même pas, quasiment rien. Et donc, on est dans une vision complètement déconnectée de la réalité. On fait fuir. Alors, moi, j'ai été auditionnée par la commission d'enquête sur la taxation des hauts patrimoines et des hauts revenus. Et ils me disent, vous voyez, il n'y a pas plus d'exil fiscal sur les hauts revenus que sur la moyenne des Français. Sauf que dans la moyenne des Français qui prennent dans leurs chiffres, il y a les étudiants. Vous voyez, mais si on prend que ceux qui payent l'impôt, il y a 5 à 7 fois plus de personnes qui sont assujetties à l'impôt et qui gagnent plus de 300 000 euros par an qui partent de France. Peut-être qu'à un moment, il faut aussi regarder les chiffres tels qu'ils sont, c'est-à-dire que oui, la fiscalité, telle qu'elle est imaginée en France, en fait, elle est désincitative à rester en France, elle est désincitative à embaucher en France, à créer des emplois en France, à développer des entreprises en France, à créer de la valeur ajoutée en France. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra pas remplir plus les caisses. Et on aura toujours des problèmes de prévision de recettes et finalement... Vous savez que beaucoup de... Je crois que c'est l'OFCE notamment qui l'a montré, que la dérive du déficit français public vient notamment des baisses d'impôts opérées par Emmanuel Macron. C'est aussi une question de recettes, au-delà des dépenses. Moi, franchement, je ne crois absolument pas à ça. Je pense qu'en 2022, on avait un niveau de fiscalité où il y avait déjà eu les baisses d'impôts d'Emmanuel Macron et on était bien au-dessus d'aujourd'hui. On était à plus de 45% de prélèvements obligatoires. Donc, comment vous expliquer qu'en 2022, où il y avait déjà eu les baisses d'impôts, il y a un niveau de prélèvement obligatoire qui est plus haut qu'aujourd'hui? Non, c'est pas ça du tout. Je pense qu'il y a une vraie incompréhension du comportement des ménages et des entreprises. Parce que il y a cette idée qu'on peut faire monter la fiscalité jusqu'au ciel et que ça va rapporter toujours plus. Non, en fait. Et si on voit pas la fiscalité en dynamique, vous savez, les Suédois, ils ont fait quelque chose de très simple. Ils ont vu que leurs entrepreneurs partaient de Suède parce qu'ils étaient trop taxés à la fois sur les transmissions, les donations et sur l'impôt sur la fortune. En 2004, ils ont supprimé la taxation des successions complètement et des donations pour tout le monde. Et ensuite, quelques années plus tard, ils ont supprimé l'impôt sur la fortune. Vous croyez que ça a baissé leur recette fiscale? La réponse est non. Si vous m'en parlez, c'est que la réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Non seulement ça n'a pas baissé, mais en plus, c'est monté plus que l'inflation, leur recette. Jusqu'à l'impôt, vous baissez, vous, en premier, si on avait les marges de manœuvre pour ça? Quel impôt vous allez me dire des impôts de production. Vous savez bien, les impôts de production, on a vu encore... Mais les Français n'en verraient pas la couleur, pour le coup. Ah mais attendez, je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais pas du tout. Par exemple, sur l'intéressement et la participation, il y a du forfait social, etc. Ok. Ça veut dire que vous, quand vous touchez ça, vous avez moins dans la poche. C'est de l'argent qui n'est pas pris à l'entreprise. C'est à vous que c'est pris. Pourquoi? Parce que le patron, il va vous donner moins d'intéressement à la fin, ou moins de participation, parce que c'est taxé. C'est taxé et c'est des taxes de production, ça, David.
forfait social, taxe sur les salaires, tout ça, tout ça, ça fait moins de salaire à la fin du mois dans la poche des Français. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose de très important pour la campagne 2027. Il faut qu'on arrive à faire le lien, à expliquer aux Français que le sujet de taxe de production, de compétitivité des entreprises, etc., c'est le même sujet que le pouvoir d'achat des ménages à la fin du mois. Parce que quand le patron paye 100 en France, il va y avoir 46 ou 47 euros dans la poche au final de celui qui bosse en France. Alors que la moyenne européenne, c'est 58, alors que vous allez en Espagne, ce sera 60 euros. Il y a un sujet là-dessus. Le travail qui ne paye pas assez, c'est ça le sujet, oui, c'est un vrai sujet. Le travail ne paye pas assez, mais pourquoi ? Parce que les charges employeurs sont énormes. C'est-à-dire, on ne peut pas regarder que le Certains pourraient dire que les entreprises pourraient augmenter les salaires aussi. Ça serait vertueux. Non mais attendez, le sujet, c'est qu'on est quand même en compétition avec d'autres pays qui ont pas sur les services, pas sur les services. Ça, c'est quand on exporte, pas sur les services. Oui, mais attendez, là, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on regarde les choses en face. Le sujet, c'est aussi l'industrie. Le sujet majeur pour notre avenir, c'est l'industrie, c'est produire en France. Est-ce qu'on a décidé de tirer un trait sur l'idée de produire en France ? Non. Enfin, je ne crois pas, je l'espère pas. Donc, si on n'a pas tiré un trait sur l'idée de produire en France, il faut absolument qu'on soit dans une logique de se dire que il n'y a pas que le brut et le net, il y a aussi le super brut. Et ce super brut, pourquoi il est plus cher en France ? Le super brut, il faut expliquer, c'est ce que ça coûte réellement à l'entreprise. C'est le brut plus les charges employeurs. Les cotisations, on appelle ça des cotisations. Ouais, les cotisations employeurs. Ces cotisations employeurs, elles sont beaucoup plus élevées en France. Et quand vous me dites qu'est-ce que vous baisseriez en premier, il y a deux choses, les taxes de production et bien sûr les charges employeurs qui sont plus chères qu'ailleurs, les cotisations employeurs. Et ensuite, troisième élément, je pense qu'il faudrait qu'on donne un signal hyper fort pour faire passer l'épargne des plus âgés vers les plus jeunes. C'est-à-dire dire, par exemple, pendant 2 ou 3 ans, pas de taxation des donations, mais du tout. Voilà. Alors, ça coûterait un petit peu de l'ordre de 4 milliards d'euros, mais ce serait énorme. Ça veut dire que tous ceux qui ont énormément thésaurisé ces dernières années, ils pourraient passer l'argent à leurs petits-enfants, à leurs enfants qui auraient des projets, etc. Et ça, il y aurait une dynamique formidable pour l'économie française. Mais comme on veut justement jamais penser comme ça et jamais se dire, aussi si on disait par exemple à tous les jeunes entrepreneurs... Ça coûterait combien cette affaire-là ? De l'ordre de 4 milliards d'euros par an. Voilà. Mais vous voyez, se dire qu'on peut faire des donations sans être taxé. L'État, il prend 21 milliards d'euros par an sur les donations et les successions, la totalité, sur toute la transmission. C'est plus cher que dans les autres pays européens. Nous, on est à 0,7 points de PIB. Les autres pays, ils sont à 0,2 points de PIB en moyenne en Europe. Et il y a plein de pays qui ont supprimé les droits de succession et de donation, comme je disais pour les Suédois. Alors, chez ceux qui réfléchissent à très court terme, ils vont dire oui, mais ça fait des recettes en moins. Mais en fait, non, ça fera des recettes en plus parce que justement, il y aura plus de création d'entreprises, plus d'investissements. Et puis le capital va circuler avec des jeunes qui vont l'investir à défaut de thésauriser. Mais c'est ça. Il faut aussi qu'on arrive à donner de l'espoir dans ce pays et pas être juste sur l'idée qu'on va gratter tout ce qu'on peut en recettes supplémentaires, mais au contraire se dire, on voit les choses en fiscalité dynamique. Mais on ne pourra le faire, David, que si on fait les baisses de dépenses en face. Et parce que sinon, ça passera pas au niveau des marchés. Non. On peut pas dire. À un moment donné, ça sera la 5e année. Cette année, je crois que c'est la 4e ou 5e année du déficit public au-delà de 5%. Je pense que c'est peut-être la 5e année. Alors, j'ai des chiffres là. 2022, on est à 4,7. 2023 à 5,4. 2024 à 5,8. 2025 à 5,1. 4e année et l'année prochaine, 5e année. Voilà. Donc, voilà. Pour l'instant, on a la confiance des marchés, ça peut durer un moment. Et on va se quitter là-dessus parce qu'on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. On sait déjà que, en fait, les solutions, on les a sous le nez. La question, c'est est-ce qu'on a envie de les voir ? Et est-ce qu'on J'ai pas entendu un seul candidat potentiel tenir ce discours-là. Mais je pense que ça ne vous a pas échappé non plus. Franchement, moi, je crois que les Français attendent la vérité. Ils n'attendent pas qu'on les berce d'illusions en leur disant tout va bien dans votre pays. Ils ne sont pas aveugles. Ils voient bien. Il y a eu presque 70 000 faillites d'entreprises là, sur un an. Ces défaillances, ils les voient, les Français. Ils voient que le chômage remonte. Vous savez, quand on a eu les chiffres de la DARES, là, que j'avais tout de suite commenté en disant mais attendez, c'est parce qu'on met les gens en catégorie F et G et ils ne sont plus en catégorie A, donc comme ça, on ne les voit pas. Mais le chômage
sens du BIT, vous avez vu qu'il augmente, il est à 8,2. 8,1, 8,2, vous avez raison. Oui, 8,2. Mais donc, est-ce que nos concitoyens sont aveugles? Non. Est-ce qu'ils ont pas vu qu'on a un PIB qui est passé en dessous de la moyenne européenne là? Ils l'ont vu ça, ils le ressentent. Est-ce qu'ils ont envie du déclassement? Non. Est-ce qu'ils ont envie que demain, parce qu'on aura mis la tête dans le sable, on ait une intervention du FMI en France avec une chute des pensions de 20%? On n'en est pas là, etc. on n'en est pas là. Attendez, le chiffon du FMI... Mais vous savez, on n'en est pas là. Mais moi, il y a quelques années, on me disait les taux ne remonteront jamais. C'est la nouvelle théorie monétaire moderne, etc., vrai, etc. Donc, oui, c'est vrai. Vous savez, c'est pas quand on est dans le mur qu'il faut agir. Hein. C'est quand on est face au mur. Hein. Oui. Et moi, ce que j'aimerais et ce qu'on aimerait à la Fondation IFRAP, c'est que le réveil, il soit avant que ce soit trop tard. Vous voyez, parce qu'à force de dire on n'en est pas là, eh ben, on endort tout le monde. On n'est pas endormi quand on écoute Agnès, on est bien réveillé, on est affûté. Merci Agnès. J'espère que Agnès vous êtes réveillée. J'espère vous avoir réveillé. Largement. Directrice, on n'arrive plus à dormir après. Directrice de l'IFRAP, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Agnès. Et la prochaine fois, vous venez en plateau, on veut vous voir. Promis, la prochaine fois, ce sera en plateau. À bientôt. Merci Agnès, ciao. À bientôt David.